Cette escroquerie intellectuelle qui veut que le pouvoir vienne de Dieu ne peut plus prospérer. Dieu est l'être suprême, il nous a créés libres et nous avons la responsabilité de vivre, de nous organiser tout en respectant les préceptes divins pour ceux qui y croient. Mais Dieu n'installe pas des gens à la tête des États. C'est une escroquerie qui veut installer une espèce de divinisation du pouvoir et pour camoufler très souvent l'incapacité d'un leader à gérer son pays. Ça, c'est d'un. De deux, je l'ai entendu parler de discours ethnocentristes. C'est comme ça qu'il a qualifié la lettre de l'évêque. Je voudrais ici qu'il nous dise qu'est-ce qui, dans ce discours, est ethnocentriste. Il peut reprendre la parole. Quel est le propos de l'évêque qui ramène à l'ethnocentrisme? C'est que ce qu'il fait là, c'est un délit de patronyme. Il le condamne, il a pris une position, il n'est pas le premier, il n'est pas le seul, il le condamne simplement parce qu'il appartient à une communauté et peut-être qu'on voudrait que des gens qui appartiennent à cette communauté soient réduits au silence simplement parce qu'il y a un leader qui vient de cette communauté. Je trouve que c'est très grave. Et ça, c'est un jeu. Maintenant, tu vas me permettre de rentrer dans le fond de la lettre. Déjà, moi, j'ai retenu trois choses. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'appelle la tribalisation du jeu politique. Et c'est ça qu'ils essayent de faire. J'ai retenu trois choses. L'immobilisme, l'injustice et la tribalisation du jeu politique. Moi, je préfère m'en tenir à ça parce que ça... Voilà, ces trois éléments. La première chose, l'immobilisme. C'est là où je voudrais que nous fassions ensemble un effort d'ontologie, c'est-à-dire de l'étude de l'être. L'être, par essence, ça se voit dans la mythologie chrétienne. Un homme naît, grandit et meurt. Donc, il y a un processus qui est essentiellement un processus dynamique de mouvement. Dans la cosmogonie africaine, c'est la même chose. C'est toujours ce processus d'évolution, de maturation et ensuite de disparition. Le mouvement, comme Aristote le disait pour ceux qui ont fait leur classe, est consubstantiel à l'être. C'est-à-dire que le mouvement est la capacité de transformer un potentiel en acte. Quand il n'y a donc pas cette mutation, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'action possible. Maintenant, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on veut nous installer dans un pouvoir figé et utiliser des raccourcis pour faire croire que c'est légitime, c'est divin, c'est normal d'avoir ce pouvoir immuable. Ce pouvoir immuable aurait même pu trouver une justification si on avait quelques résultats acceptables. Et c'est là où l'interpellation de l'évêque est beaucoup plus stridente. Moi, je peux donner quelques éléments, puisque je suis journaliste. Quand je viens ici, il faut quand même que en 2022, on a 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 800 francs CFA par jour. 10 millions de Camerounais qui vivent avec 800 francs CFA par jour. En 2024, en 2025, on a, ça c'est un chiffre beaucoup plus récent, 2,6 millions de Camerounais qui sont considérés qui sont classés comme vivant dans une pauvreté extrême, endémique. Ça, ce sont des chiffres qui émanent même de l'Institut national des statistiques du Cameroun. Quand vous avez ces populations qui sont dans un tel désespoir et qu'à côté, vous avez un pouvoir qui ne change pas, on comprend que l'homme de Dieu puisse s'en émouvoir, l'homme de Dieu puisse monter au créneau et demander que ça s'arrête. Deuxième chose, l'injustice. Il parlait tout à l'heure de la candidature de Maurice Kamto qui a été... Depuis qu'il y a ces débats, je n'ai pas pu m'exprimer sur le sujet. Alors, moi, il y a ce biais qui est extraordinaire. Ma position, et tous ceux qui m'écoutent le savent, moi, je n'ai jamais soutenu le fait que le MRC ne soit pas allé aux élections législatives. Mais ça n'a strictement rien à voir avec le problème qui se pose aujourd'hui. Strictement rien à voir. Suivez bien, il y a eu une rhétorique, y compris des gens du parti au pouvoir, qui nous indiquait les voies par lesquelles Maurice Kamto pouvait passer pour être élu. Et Maurice Kamto a fait prospérer une autre voie. Il a au moins posé un problème juridique grave qui est la dichotomie qu'il y a entre la loi fondamentale qui est la Constitution et la loi électorale. Il y a eu des débats, je ne voudrais pas revenir dessus. Mais Dieu du ciel, nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'il a choisi
la voie la plus légitime, la plus légale, se faire investir par un parti politique dont le leader était régulièrement convié aux réunions d'Elecam, dont le leader a été régulièrement reconnu comme tel par Elecam. Donc aujourd'hui, vouloir nous remettre ça sur le plateau sous prétexte qu'il l'aurait boycotté, moi je crois que c'est de l'enfumage pur et simple. Et qui plus est, là où je rejoins cet évêque dans cette dénonciation de l'injustice, je l'avais déjà fait, je l'avais dit quand les militants du MRC avaient été arrêtés. Si nous laissons prospérer l'injustice, l'arbitraire au Cameroun, parce que ça concerne un parti qui n'est pas le nôtre, il ne faut pas qu'on se meure demain, qu'elle s'installe et qu'elle frappe, qu'elle finisse par décimer totalement le corps social camerounais. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, il n'est plus question de se ranger dans une bannière partisane pour dénoncer ce qui est un abus de pouvoir grave. Tout le monde sait que c'est une candidature valable parce qu'elle a été présentée dans les règles. Elle a respecté la loi. Il a été investi par un parti politique qui a un élu. Et il a pris le soin de... Mais le Conseil électoral parle de pluralité d'investiture. Oui, le Conseil électoral, voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'amuse. Imaginez, Serge Alain, moi, si on raisonne ainsi, je peux aller déposer ma candidature sous la bannière de n'importe quel parti. On parlera aussi de pluralité. Non. Sur quelle base ils peuvent aujourd'hui parler de pluralité alors, mon cher, ce même Elecam, pourquoi est-ce qu'il ne convient pas M. Yebga à leur réunion? Pourquoi c'est toujours... Ça veut dire que vous ne savez pas comprendre. Non. Pluralité d'investiture, oui. Ça veut dire quoi? Au RDPC, par exemple, le bureau politique investit la candidature de M. Paul Biya. Oui. Donc, moi, je peux aller déposer, je suis conseiller municipal. Le bureau politique s'est réuni quand? Serge Alain, je vous ai rappelé sur votre plateau que le bureau politique suit les problèmes du parti au quotidien. Le bureau politique? Oui, c'est là. Pour le comité, non, pas le secrétariat général. Le bureau politique du RDPC agit au quotidien. Okay. Il faut lire les choses. Alors, maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est que ne confondez pas pluralité de candidature et pluralité d'investiture. Oui. Et les Cam nous explique que les mêmes gens qui ont investi M. Maurice Kamto, ce sont les mêmes gens qui ont investi M. Yebga. Ils ont expliqué ça où? Ils n'ont jamais... C'est ça, pluralité d'investiture. Ils ont expliqué ça où? Mais c'est pluralité d'investiture. Il n'y a pas eu de motivation. Il y a eu un motif. La seule motivation, c'est Taylor on n'a pas expliqué. Et de deux... Vous expliquez les paroles de l'archevêque. Et de deux, la deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, mais vous avez un parti politique qui a un leader, n'est-ce pas, que vous reconnaissez, qui a un bureau que vous reconnaissez. Une autre investiture est de fait caduque, ne devrait même pas faire l'objet d'une quelconque débat, puisque vous reconnaissez le bureau et le leader qui est là. C'est eux qui ont la légitimité pour investir le candidat. Oui, M. Biya ne serait plus réinvesti, puisqu'on le connaît comme président et président du parti, mais il se fait réinvestir parce qu'il a un bureau qui doit signer son investiture. Tout à fait. Et M. Biya est reconnu comme le leader du RDPC. Et on a un leader du RDPC qui est tout aussi reconnu. Maintenant, la troisième chose. Oui, rapidement, les autres. C'est la tribalisation du jeu politique. Et à chaque fois, vous l'observez bien, à chaque fois que vous avez un leader, et l'évêque a bien fait d'insister là-dessus, vous avez un leader. D'abord, la tribalisation vient du fait que l'État, le pouvoir, en tant que pourvoyeur des solutions pour la population, a totalement failli. Et il y a eu ce que on a observé, un certain repli identitaire. Les gens croient trouver dans leur communauté ce que la République ne leur apporte pas. Il y a le deuxième aspect, c'est les citations tribales voulues, orchestrées par le pouvoir en place. À chaque fois, et vous l'avez vu, c'est cette mécanique qui est en œuvre. Vous voyez un évêque qui parle, qui est censé être l'évêque des populations, mais on le ramène à sa tribu, on le ramène à une connotation, alors qu'il n'y a aucun propos dans sa sortie qui fait référence à la tribu. C'est ça que je voudrais relever. Voilà, Dr Nyamsi, votre leader est passé le 26 juillet dernier. Est-ce que vous, au PURS, lorsque vous avez suivi cette sortie de Monseigneur Lanty-Kené, est-ce que quelque part, vous sentez qu'on a remis en question la légitimité du processus électoral? Si vous avez bien parcouru cette lettre de Monseigneur, c'est quelque part, vous ne retrouvez pas, vous dites que non, ici,
Monseigneur a peut-être raison. Le PURS, qui est le Peuple uni pour la rénovation sociale, s'est rendu compte que les gens ne rénovent pas les mentalités dans leur tête. Vous savez comment est mort Wandje en Konsamba? Elle a été arrêtée chez des prêtres qui l'ont livrée. Vous saviez comment le cardinal Christian Tsoumi, qui a été évêque de Garou en 93 dans le collège appelé Sainte-Thérèse, il passait le temps, 3-4 minutes, dans ses homélies, à revenir dans le pouvoir et a dit qu'il veut le multipartisme, sans toutefois faire un repli. Toumi a été de Bamenda. Et en 92, vous connaissez le parti qui avait un garde de Bamenda, mais qui était un parti qui avait tout le monde. C'est Nidjon Frundi. Il n'a jamais fait allusion à cela. Dans le commentaire proposé de cet évêque, nous allons rentrer dans la stylistique française pour sortir des débats qui ne sont pas clairs. L'évêque de Bafoussam parle de soupçons d'exclusion stratégique de certaines candidatures. Il nous jette en pâture dans une réflexion qui ramènerait le patronyme de l'individu au patronyme d'un homme politique. Il faut que les gens comprennent qu'en matière de français, la sémiologie en stratégie de marketing politique vous impose des tenues lorsque le climat n'est pas apaisé. L'évêque continue à discourir le report des élections législatives et locales. Ça lien à quoi? À qui il voulait un calendrier politique pour qui? Lorsque la loi est claire et les tests de la nation sont clairs. L'évêque continue dans les flashs indécis riches en suggestions. Il parle de discours haineux et tribaliste. Qui a fait un discours haineux et tribaliste? Je ne pense pas qu'on puisse se reconnaître. S'il y a un parti qui fait des discours haineux et tribalistes, les téléspectateurs qui sont là se retrouveront. L'instrumentalisation du droit. On a instrumentalisé qui? Donc c'est ce fonctionnaire de la République qui doit implémenter une politique de réception et de validation des candidatures qui est instrumentalisée. Il faut un peu de tenue à un certain moment. C'est où j'interpelle ma casquette didactique d'enseignant. On joue dans quoi? On surfe dans quoi? On surfe dans ce qu'on aurait appelé le populisme. Là, je parle aux 1 million de Camerounais qui ont les cartes d'électeurs. De savoir proportion gardée. Moi, au pur, je dis ceci. J'accepte que l'évêque de Bafoussam dise qu'on aille aux élections de la façon la mieux proposée au monde. C'est-à-dire quoi? Regardons les lois et les règlements. Qu'est-ce que les lois du Cameroun disent? Qu'est-ce que les lois du Cameroun proposent? Quels sont les partis politiques en phase? Alors, je vais vous dire. Ce n'est pas Les lois disent qu'il faut publier la liste électorale nationale. Alors, je vais vous dire. En sémiologie française, une liste, quand vous étiez en train de faire votre base j'allais autour, on n'a pas publié la liste, vous avez découvert votre liste le jour où vous êtes venu composer. Oui. Ils sont dans leur pratique et s'appuient sur des pratiques qui sont les us et coutumes qui deviennent les normes. On n'a pas dit liste électorale nationale. La loi, des normes qui piétinent la loi? Je vais vous répondre tout à l'heure. Laissez-moi continuer. Alors, tu as découvert la liste de ton baccalauréat le jour où tu venais composer. Ce n'était pas la liste nationale du baccalauréat. Alors, maintenant, puisque chacun va aller voter, c'est mon temps de parole, jeune frère. Merci. Puisque chacun va aller voter dans son bureau de vote, il découvrira son nom là-bas, il viendra avec sa carte pour aller y voter. Comme cela se passe dans les examens officiels au Cameroun. Nous n'allons pas changer la mentalité de ce pays. Alors, cet évêque a fait sa sortie. Comme le cardinal Christian Tsoumi faisait souvent, nous sommes tout simplement sereins que il faudrait aussi que le Lamido du Nord parle et les imams parlent. Pour que nous entrions dans une cacophonie. Non, le Cameroun est un pays laïque. Que vous soyez évêque, que vous soyez imam, que vous soyez, je ne sais pas, messianique ou n'importe quoi, à un certain moment, il faut plutôt apaiser les cœurs. Il faut plutôt tenir un discours fédérateur, un discours de réconciliateur. C'est pourquoi au peuple uni, pour la rénovation sociale, nous pensons qu'il ne faut pas distraire le jeu politique. Chacun doit assumer les actes qu'il aurait posés à un moment donné dans la République. Et ces actes-là, je parle aux électeurs, ne vous laissez pas distraire. Personne ne viendra pleurer au deuil de votre père plus que vous. Comme on fait son lit, c'est comme ça qu'on dormira. Ok. Joseph Tafou. Ces gens-là, je suis... Non, allez-y, réagissez. Je vais commencer par le jeune conseiller municipal Yenga.
j'ai noté 3 petites choses dans sa sortie. Il dit, le président de la République est debout, il a tenu les 7 ans. Il a bien géré son mandat pendant 7 ans. Je voudrais m'étonner de ce que vous soyez, bien, je pense que peut-être pendant les 7 ans, vous n'étiez pas tout au Cameroun. Sinon, pour vous rappeler que depuis la prestation de serment du président Paul Biya le 6 novembre 2018, 3 mois après, il avait arrêté de gérer le pays. Parce qu'en début février 2019, il signait un décret au profit du secrétaire général de la présidence de la République, à qui il confiait tous les pouvoirs. Et il précisait dans ce décret, parce que c'est ça la particularité de ce décret-là, puisque tous les autres secrétaires généraux de la présidence de la République ont bénéficié de ce décret, mais celui-là particulièrement précisait que c'est le secrétaire général qui peut discriminer les dossiers à soumettre à l'attention du président de la République. C'était pour nous dire qu'à partir de cette date-là, il n'avait plus la compétence de ses compétences. Vous avez également dit que les évêques ne devraient pas parler parce qu'il faut laisser la voix aux institutions. Vous nous avez réservé le texte de Romains dans la Bible. Je vous ai réservé moi aussi l'accord cadre entre la République du Cameroun et le Saint-Siège. Ça a été signé à Yaoundé le 13 janvier 2014. Permettez-moi que je lise les 2 premiers articles. L'article 1 dit « La République du Cameroun et le Saint-Siège réaffirment que l'État et l'Église catholique sont, écoutons bien, chacun dans son ordre souverain, indépendant et autonome, et s'engagent, c'est ça qui nous intéresse, à œuvrer ensemble pour le bien-être moral, spirituel, matériel de la personne humaine, ainsi que pour la promotion du bien-être. Ça, c'est l'accord. Ça, c'est l'accord. Il y a politique dedans. Allons-y. Est-ce qu'il y a politique dedans? Continuons. Qu'est-ce que vous appelez politique? Continuons. Moi, je n'ai pas suivi que dans la gestion. Non, attendez. La politique, c'est quoi? La politique, ça se définit de diverses manières, mais c'est que dans le cas d'espèce, vous allez me dire la gestion de la cité. Vous allez me dire la gestion de la cité. C'est pas la gestion de la cité. Non, écoutez, la politique, c'est donc pour ça que le MRC ne comprend donc pas ce que c'est que la politique. La politique ne se limite pas seulement à la gestion de la cité. Il y a donc aussi les sciences politiques, c'est-à-dire que comment donc faire pour arriver à gérer la cité. Continuons. L'article 2. La République du Cameroun reconnaît la personnalité morale que l'Église catholique et le Saint-Siège possèdent par nature. Je ne vois pas en quoi, je crois que ce texte devrait également édifier le docteur Nyamsi qui a semblé faire une leçon de sémiologie à l'évêque, je ne sais pas. On parle quand même d'un évêque, c'est-à-dire que... On parle aussi d'un docteur quand même. Non, je ne suis pas là pour comparer les compétences. La compétence du docteur Nyamsi ne souffre de rien. Mais je voudrais dire que j'ai eu comme l'impression que le docteur Nyamsi voulait faire croire que l'évêque a utilisé des mots sans savoir leur étymologie. Ou alors leur sens sémiologique. Je ne vous laisserai pas le dire. J'ai parlé d'une stylistique qui n'amène pas à ce qu'on aurait appelé l'apaisement des cœurs. Vous saviez, Lamartine l'a dit hein, dans son ouvrage. Lorsqu'un individu s'exprime, il doit être conséquent de ce que ça pourrait causer comme choc émotionnel envers l'autre qui est son alter ego. Et nous sommes... Permettez-moi de chuter, vous allez reprendre votre parole. Hein. Je ne voudrais pas que vous fassiez ce qu'on appelle la translation de mes dires. Évoquer mes dires quand je suis encore vivant. Je parle d'apaisement. L'évêque n'a pas fait l'apaisement, il a actisé quelque chose. Merci. Les cœurs saignent déjà. Il faut les soigner avant de les apaiser. J'ai avec moi les 4 pages du travail fait par l'évêque. Je ne vois pas à quel moment l'évêque a suscité l'attention. Le report des élections législatives. Au contraire. C'est une attention suscitée, monsieur. Le report des élections législatives. Doucement, vous n'avez pas la parole, je vous en prie. Expliquez-nous ça. On est dans la didactique, c'est la science. Quand il est reconnu à une institution la personnalité morale, pour nous, ça signifie quoi? Ça veut donc dire que cette personnalité
non seulement Adéala a la capacité d'attirer notre attention sur les manquements qu'il peut constater au sein de la société, mais en même temps de prévenir, dire des choses pour nous empêcher d'arriver au chaos. C'est dans ce même exercice que les évêques s'étaient lancés il y a 4 mois quand ils faisaient leur sortie à Boya, où au sortir, si je peux le dire comme ça, de ce conclave, il y a eu les 10 commandements pour des personnes, ou alors les 10 critères pour bien gérer le Cameroun. Et dans l'un de ces critères, il y a un qui m'avait particulièrement intéressé, c'était le 5e, où il disait la capacité à écouter et à dialoguer. Quand l'évêque cite toute cette litanie de problèmes, c'est pour vous demander d'écouter, de dialoguer. Parce qu'il y a un autre passage qui m'intéresse particulièrement encore dans cette sortie de l'évêque. Permettez que je me retrouve dans mes papiers, Serge Alain. Il dit « L'injustice ne peut jamais apporter la paix ». C'est à la 3e page, 3e paragraphe. L'injustice ne peut jamais apporter la paix. La fraude électorale ne peut jamais apporter la paix. Il dit des choses qui existent dans ce Cameroun. Parce que lui, il est Camerounais. Il reçoit les gens tous les jours. L'évêque, ce n'est pas un extraterrestre. Le non-droit ne peut jamais apporter la paix. La peur, l'absence d'alternance prépare le lit des conflits futurs et non de la paix. Osons le dire avec Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. À quel moment, je veux comprendre, à quel moment l'évêque n'a pas fait ce qu'on attend de lui. Il n'a fait que son travail en tant qu'autorité morale. Je rappelle encore que c'est une personne morale qui reçoit des dizaines de personnes par jour. Quand vous vous rendez chez l'évêque, vous empruntez quelle route? Quand vous vous rendez chez lui, vous arrivez à la maison, peut-être chez lui, vous avez une tenue, ça vous dit qu'est-ce qui ne va pas, vous dites que depuis 2 semaines, il n'y a pas de l'eau chez moi. Et les yeux sont gonflés parce qu'il n'a pas suffisamment dormi à cause des moustiques. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité pour mettre un ventilateur. Et puis il a faim parce que le salaire qu'il gagne mensuellement ne peut pas lui permettre de manger aisément. Ce sont les aspirations ou alors ce sont des problèmes des citoyens qui viennent lui poser tous les jours. Et il relaie l'information. À quel moment il ne fait pas son travail? Si vous ne vous sentez pas, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut laisser le travail aux institutions. À quelle institution vous avez permis de faire ce travail? Les partis politiques, par exemple. Vous les permettez de se déployer? Vous critiquez normalement? Puisque vous reconnaissez que les institutions peuvent faire le travail des prélats. Les prélats s'immiscent dans les affaires politiques parce qu'ils ont constaté que le jeu politique est bouclé, le jeu politique est saturé, le jeu politique est verrouillé. À peine vous avez ouvert les yeux, on vous fout en tôle. À peine vous avez parlé des choses qui ne tiennent pas. Dès que vous sortez de cet immeuble, on vous ramasse. On nous apprend aujourd'hui qu'il y a un ministre démissionnaire qui devait sortir du pays, qui devait voyager, et puis il en a été empêché. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est pour dire à quel point on n'a pas pensé dans ce pays que les gens peuvent dire autre chose, peuvent penser autrement. C'est pour ça que les sorties des prélats vous font mal. Et j'ai même envie de dire, honnêtement, il y a l'un des prélats qui avait dit à Yagua que mettons d'abord le diable, après on verra. Je comprends dans quel sens il le disait. On parle de la famine, on parle d'électricité. C'est les besoins basiques dont une société peut avoir besoin. Quand un régime a échoué, n'a pas été capable de donner ce minimum à sa population, c'est qu'il a complètement échoué. Et le prélat pense que le diable est mieux. Pourquoi? Parce que le diable au moins n'affame pas ses sujets. Il ne les assoiffe pas. Parce que si vous regardez en route, là, on vous dit que telle personne est méchante. Vous allez le voir, il a l'embonpoint. Donc le diable fait au moins l'effort de donner de l'eau à boire à ses sujets. Il les maintient dans la lumière. Pour qu'ils aillent faire la mauvaise, la sale besogne. Même de l'eau à boire, vous n'en donnez pas. Vous n'en donnez pas. Voilà pourquoi quand on vous interpelle, ça fait mal. Ça choque. Justement, Jean-François Yenga, est-ce que vous avez pris quand même la peine de lire cette lettre de Monseigneur Lontikene? J'ai bel et bien lu. Voilà. Est-ce que dans tout ce que